Bonjour, ici Sophie Brouillet, éditrice chez Mediapol. Qui d'entre nous, au cours de sa vie, n'a jamais frappé un mur? Deuil, maladie, échec ou fragilité intime, il était là immuable en travers de notre route. À nous de nous ajuster. C'est un scénario qui se répète chaque fois que nous sommes confrontés à des limites importantes, qui marquent pour nous non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Dans son dernier livre, Gilles Nadeau nous propose des réflexions autour de paroles prononcées par des femmes placées devant l'ultime limite, celle de leur mort prochaine. Elles ont refusé de s'y laisser réduire, elles s'y sont adaptées. Elles y ont peu à peu découvert l'occasion d'une authenticité, d'une profondeur nouvelle, et elles ont fait l'expérience d'un surcroît de vie. Les mots de ces sœurs en humanité forment un testament qui peut nous aider à surmonter nos propres impasses. Gilles Nadeau, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous d'abord, comment vous avez recueilli les paroles de ces femmes-là? Je dois d'abord situer mon terrain de travail. Je travaille à la Maison Michel Sarrazin à Québec, qui est un centre de soins palliatifs et aussi qui comprend un centre de jour. Et au centre de jour, pour des personnes en soins palliatifs, mais qui ne sont pas nécessairement en dernière étape de vie, toutes les semaines, je co-anime avec le travailleur social des groupes de parole. Et nous en avons un avec des dames, entre autres, puis nous avons aussi un groupe avec des hommes. Il y a d'autres types de groupes animés par d'autres personnes. Et dans ce groupe de parole, cette fois-ci, c'est un groupe avec des dames, euh, il y a assez souvent une phrase ou l'autre qui me rejoint. Dans le cours de la conversation, je ne m'y arrête pas, mais elle revient. C'est comme si certaines phrases résonnaient plus que d'autres. Et petit à petit, j'ai senti le besoin de les laisser résonner dans ma propre expérience et puis d'aller voir comment est-ce que ces résonances pourraient rejoindre d'autres personnes. Parce que, au fond, toutes les personnes, parce que nous faisons tous un jour ou l'autre l'expérience de limites qu'on ne peut pas reculer. Il y a des limites qu'on peut faire disparaître, mais il y en a qu'on ne peut pas faire disparaître, entre autres la fragilité et la fin de vie. J'avais fait la même démarche avec le groupe des hommes. Ça avait donné lieu à une autre publication à l'École de la fragilité, mais il manquait. Je trouvais qu'il manquait un pendant. Alors voilà ce qui est à l'origine de ce volume. Et à qui s'adresse ce livre-là? Aux personnes en fin de vie ou bien au-delà? Pour moi, c'est à toute personne humaine qui, à un moment donné ou l'autre, fait l'expérience de ce type de limite qu'on peut pas éliminer de notre vie. Alors, ça s'adresse à tout le monde, sauf que pour y avoir accès, pour en profiter, je crois, il faut euh, consentir à entrer dans sa propre spiritualité, c'est-à-dire entrer dans ses propres profondeurs, à aller voir comment est-ce que notre spiritualité, qu'elle soit religieuse ou non, ou les deux en même temps, là, comment notre spiritualité peut nous aider à demeurer debout, à demeurer des êtres humains debout, libres, même au cœur des limites les plus terribles qui peuvent nous arriver. Alors, c'est à partir du témoignage de ces femmes qui ne nous disent pas quoi faire. Je ne dis pas au lecteur quoi faire. Je l'invite à laisser résonner en lui ou en elle ces phrases. Puis, chacun trouve ce qui lui convient. C'est vraiment un livre de spiritualité, un livre qui parle au cœur. Le titre, c'est Par-delà nos limites, et pourtant, vous parlez de limites invincibles. Vous venez de le souligner. Alors, pourquoi ce titre-là? Est-ce qu'il y a moyen d'y aller au-delà quand même?
Là, nous arrivons dans les subtilités du français. J'aurais peut-être la difficulté à justifier de façon grammaticale ce titre par-delà, mais j'avoue que pour moi, il y a une légère différence entre par-delà et au-delà. Je m'explique. Quand je dis au-delà de, il me semble qu'il y a un endroit précis où on va aller. Souvent, on a une petite idée de ce que ça doit être ou ça devrait être. C'est déjà très grand au-delà, mais il y a des contours, il y a des frontières. Là, je suis dans le domaine des interprétations personnelles. Et quand je dis par-delà, il me semble que j'élargis encore plus le champ. Euh, Par-delà, pour moi, ça nous introduit plus dans le mystère. Alors, quand on entre dans le par-delà, je ne sais pas. C'est le lecteur qui va le savoir à partir de sa propre expérience. C'est une petite subtilité, mais le fait que la question se pose, parce que je me la suis posée, puis je la suis posée avec l'éditeur aussi, euh, déjà, ça dit qu'il y en a une différence. C'est pas pareil. Alors, c'est plus une façon de souligner le mystère, l'insondable, en parlant du par-delà. Comment est-ce que vous suggérez de lire ce livre? Je pense que vous parlez de 3 étapes, dont la dernière appartient au lecteur. Oui. D'abord, à mon avis, c'est pas un volume qu'on lit du début jusqu'à la fin, de la première à la dernière page. Il y a 15 phrases. J'inviterais d'abord le lecteur, quand il choisit de lire, de, un peu comme un moment de spiritualité, de prendre le temps de se déposer, d'entrer dans son intériorité. D'après moi, c'est pas un volume qu'on lit dans le métro, dans l'autobus ou sur une table de restaurant, là. Il prend le temps de se déposer, de s'intérioriser, et puis peut-être de lire les titres des chapitres, les 15 phrases, et tout à coup, il y en aura une ou l'autre qui pourra lui parler selon ce qu'il vit, ce qu'elle vit à ce moment-là. La première partie du chapitre, j'essaie de contextualiser la phrase. À quel moment cette femme-là a dit cette chose? Comment les autres ont réagi? Alors, j'amène le lecteur dans un petit groupe de parole. Dans la deuxième partie, je m'expose un peu plus. Je, je tente de décrire comment cette phrase a résonné en moi. Et la troisième partie, ben, elle n'est pas écrite. C'est au lecteur de l'écrire à partir de ce que ça lui dira. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'idéal, c'est qu'il oublie ce que cette femme a dit, c'est qu'il oublie ce que j'ai écrit pour se concentrer sur ce qui se dit, ce qui résonne en lui ou en elle. Voilà. Il y a 2 ans, vous aviez publié à l'École de la fragilité où vous recueillez les paroles d'hommes en fin de vie. Est-ce qu'on peut distinguer l'apport des hommes et des femmes devant les grands enjeux de l'existence selon vous? C'est la question que je craignais, puis c'est la tentation à laquelle j'ai résisté, que je veux résister encore, de faire une sorte d'analyse, d'interprétation des différences entre les hommes et les femmes. C'est vraiment pas le but du volume. Et je dois reconnaître, pour rester dans la symbolique, je dirais qu'il y a une couleur différente entre la façon dont ces femmes abordent leur fin de vie et la façon dont les hommes l'ont abordée. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans le volume sur les hommes, les 2 premiers chapitres s'intitulent On est rendu là. Puis le deuxième chapitre, mais on est encore là. Je ne veux pas faire un long développement pour dire que c'est typiquement masculin, une telle phrase, mais ça a du sens dans ce que j'entendais. D'autres types de phrases, par exemple, une femme va dire en parlant de l'amour, dans l'amour, il y a toujours de l'abondance. L'homme, dans l'autre volume, va dire, euh, à cause de la maladie, j'apprends d'autres façons d'aimer. Ils parlent d'amour tous les deux. Il y en a un qui est peut-être plus factuel, descriptif, j'apprends, concret.
j'apprends d'autres façons d'aimer, tandis que l'autre nous introduit plus peut-être dans un certain mystère. Dans l'amour, il y a de l'abondance. Pour traduire ce que la maladie produit chez ces femmes, il y en a une qui va dire: on se détricote, on se fait détricoter tranquillement, pas vite, à cause de la maladie, et il faut reprendre en main notre tricot. L'homme va dire: c'est pas mal de concessions. Ils vont parler de la même réalité, mais de façon différente. Et les subtilités des nuances, je les vois aussi parce que les deux parlent beaucoup de leur maternité, de leur paternité, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et chez les femmes, ça va être plus le lien qui va ressortir. Une va parler de son enfant qui est très mal devant la mort de sa mère, puis elle va dire, malgré toutes les réactions qu'il a, c'est mon petit homme. Hein. Un lien extrêmement privilégié, puis elle ne manque pas de pudeur, elle ne manque pas la pudeur en disant le lien privilégié qu'elle a. Une autre qui est une grand-mère qui va dire on laisse une empreinte, puis moi, je veux laisser une empreinte chez mes petits-enfants. J'ai des choses à leur apprendre, même si je vais mourir. Les hommes vont dire probablement la même chose, mais autrement. L'homme va dire, moi, ce que je trouve important à ce moment-ci, c'est de m'assurer que mon épouse et mes enfants, mon épouse surtout, ne sera pas dans la misère après mon décès. Alors, j'ai tout préparé. Mon gars, je lui ai laissé mon coffre d'outils. Puis un homme qui arrête de travailler, qui laisse son coffre d'outils, il y a une charge symbolique extrêmement forte là-dedans. Et certains vont même aller jusqu'à dire j'ai des choses qui fait longtemps que je veux dire à mon gars sur sa façon de gérer sa vie. Je vais lui dire avant de mourir. Et c'est intéressant, les femmes vont beaucoup parler de leur lien avec leur fille, puis les hommes vont parler de leur lien avec leur fils. Bon, il ne faut surtout pas en tirer des conclusions, mais il y a une petite différence. Ce sont deux personnes qui souffrent, qui vont mourir, mais leur façon de l'approcher, pour une, est peut-être plus factuelle, plus concrète, plus descriptive, tandis que l'autre va possiblement nous introduire plus dans un mystère. Et moi, je le sentais par les résonances. Le premier volume, quand je l'ai écrit, il me semble que c'était peut-être plus facile pour moi. J'avoue que le deuxième m'a fait travailler beaucoup. Ça a pris 2 ans avant. Puis je crois que c'est à cause de ça. C'est entrer dans un mystère, c'est pas évident, tout en le respectant. Alors voilà, sans absolutiser les différences, il y a quand même des couleurs et des nuances propres. Gilles Nadeau, donc, Par-delà nos limites, une nouveauté du printemps chez Mediapol qui est préfacée par Chloé Sainte-Marie et disponible en librairie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.